Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui suivent de près les mouvements du marché obligataire. Ce sont à nouveau les taux qui sont les mouvements directeurs sur l'ensemble des marchés avec une rechute des taux qui devient spectaculaire. Alors le mouvement n'est pas nouveau, ça fait quelques semaines, 2 mois peut-être qu'on voit les taux longs reculer aux États-Unis et dans le sillage des taux américains, les taux européens également qui rebaissent. Mais depuis quelques heures, quelques jours, le mouvement s'accélère au point qu'on a vu le 10 ans américain tomber brièvement sous 1,30%. Ça nous ramène quand même plusieurs mois en arrière. On était arrivé à un niveau de taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis autour de 1,75% fin mars et on se retrouve donc désormais plus de 40 points de base en dessous, autour de 1,30 aujourd'hui. Évidemment, tout ça provoque des changements dans la dynamique de marché. Là aussi, on l'observe depuis quelques semaines maintenant, au fur et à mesure que les taux rebaissent. Les valeurs à duration longue, les valeurs défensives, les valeurs technologiques également pour certaines d'entre elles retrouvent de l'intérêt auprès des investisseurs et ce sont bien ces valeurs-là qui permettent aux indices européens de se maintenir autour de l'équilibre et même positif ce soir en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, mais on parle des valeurs du luxe, des valeurs de l'agroalimentaire, des spiritueux ou encore des valeurs technologiques qui ont été les valeurs importantes aujourd'hui sur cette séance. À propos de taux, on aura un rendez-vous à suivre ce soir avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Réunion qui se tenait les 15 et 16 juin dernier et qui avait marqué un début d'une évolution dans la communication de la Fed avec des premières projections des membres de la Fed qui signalaient un début de hausse de taux à horizon 2023. On verra à travers le compte-rendu, à travers les minutes de cette réunion ce soir, quelles sont les précisions peut-être que la Fed souhaite apporter à cette communication avant le grand rendez-vous de la fin de l'été, début septembre, le symposium de Jackson Hole organisé par la Fed dans le Wyoming et qui sera un moment important avec la grande réunion des banquiers centraux mondiaux à cette occasion. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique qui sera consacré aux petites capitalisations. Focus sur les small caps, on sera avec Pierre Chang, un des gérants de portefeuille de Tocqueville Finance à partir de 19h15 en plateau. Les taux baissent donc et provoquent des changements de dynamique sur les marchés actions. Le résumé complet de cette séance après clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura tenté un léger rebond à la suite de son recul hier. Il est à la clôture ce soir en hausse de 0,31% à 6527 points. La prudence reste cependant de mise sur le marché parisien alors que la progression du variant Delta inquiète les investisseurs, mais aussi dans l'attente des minutes de la Fed publiées ce soir à 20h. En attendant, on a pu constater une réelle détente sur les rendements obligataires. Le taux à 10 ans américain est passé de 1,44% hier matin à 1,32% ce soir après avoir touché un plus bas du jour à 1,30%. En France, la tendance est similaire. L'OAT à 10 ans était à 0,13% hier et est tombé à 0,04% ce soir après avoir même touché 0,03%. Du côté du pétrole à présent, les cours du baril de Brent se calment pour le moment à la suite de l'opposition entre Émirats arabes unis et Arabie saoudite au sein de l'OPEP+. Ils sont passés de $75 ce matin, enfin le baril de Brent est passé de $75 ce matin à un peu moins de $73 au moment de la clôture du marché parisien. En ce qui concerne les statistiques à présent, les investisseurs ont pu découvrir les prévisions économiques de la Commission européenne qui table sur une croissance de PIB de 4,8% pour l'ensemble de l'année 2021, puis de 4,5% pour 2022 au sein de la zone euro. Des prévisions revues à la hausse par rapport aux dernières estimations de la Commission européenne qui remontent au printemps dernier et des prévisions revues à la hausse grâce notamment à la contraction moins forte que prévue du PIB de la zone euro au premier semestre. Les investisseurs qui ont également découvert ce matin la production industrielle en Allemagne,
production industrielle qui recule de 0,3% sur un mois en mai, un recul qui intervient après une baisse de 0,3% également au mois d'avril, en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, même si sur un an, la production industrielle au mois de mai, donc en Allemagne, progresse de 17,3%, sans pour autant retrouver ses niveaux d'avant la pandémie. En France, on note rapidement que le déficit commercial se creuse au mois de mai. Il passe de 6,3 milliards d'euros donc en avril à 6,8 milliards d'euros en mai. Les importations comme les exportations ont légèrement reculé sur la période. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent, regardons ce qui se passe. Regardons l'entreprise Didi, tout d'abord le Uber chinois qui continue sa chute à Wall Street après les près de 20% perdus hier en séance. Le titre perd à nouveau 5% aujourd'hui depuis l'ouverture. En cause la décision d'Alibaba et de Tencent de limiter l'accès à l'application via leurs filiales Alipay et WeChat, décision qui intervient après la décision du gouvernement chinois de suspendre l'application au sein des différentes boutiques d'applications en ligne. En France, les bancaires évoluent dans le rouge à la clôture, dans le sillage du recul des rendements obligataires dont on parlait tout à l'heure. On note également que EDF revoit son objectif de bénéfice d'exploitation à la hausse pour 2021, à cause notamment d'une nouvelle estimation de production nucléaire en France. Le géant de l'énergie s'attend à un EBITDA de 17,7 milliards d'euros donc pour l'année. Arkema annonce de son côté une prise de participation dans Verkor, start-up spécialisée dans la production de batteries haute performance. Un mouvement de plusieurs milliers d'euros afin d'accélérer son développement donc dans les batteries. Et Veolia annonce que son projet donc de prise de contrôle de Suez devrait être mis en œuvre avant la fin de l'année. Les mois de novembre ou de décembre sont évoqués. Le groupe prévoit d'ailleurs une augmentation de capital sur la période, une augmentation de 2,5 milliards d'euros afin de financer l'opération. Et place à l'agenda à présent. Demain, les investisseurs découvriront les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais aussi en zone euro. On prendra connaissance de l'indice des prix au logement au premier trimestre. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et Gilles Guibout avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles, merci d'être là. Vous êtes le responsable des actions européennes d'AXA IM. Je lance le concours de la meilleure explication à la baisse des taux. C'est vrai que ça fait, je le disais en introduction, quelques mois qu'on voit ce mouvement. On se disait qu'on était allé un peu trop vite, un peu trop haut, un peu trop fort, jusqu'à 1,75, 1,80% sur le 10 ans américain fin mars. Et puis là, on voit une baisse qui s'accélère quand même assez nettement ces derniers jours encore, au point qu'on retombe à 1,30 sur le 10 ans américain, moins de 2% sur le 30 ans américain. Donc on parle quand même de taux à très long terme. Je ne sais pas s'il y a eu une ou des explications. Toujours facile de justifier a posteriori un mouvement de marché, mais justement, ça n'a pas l'air aussi évident que ça sur ce coup-là. Yves ? J'aurais tendance à penser... Alors évidemment, il va falloir voir comment tout ça se développe dans les semaines qui viennent, pendant l'été. J'ai tendance à penser que la première, il y a plusieurs explications, mais la première, elle est avant tout technique, de marché. On avait un consensus, un crowded trade, comme on dit dans les pays anglo-saxons, vraiment des positions très, très, très orientées à la poursuite de la remontée des rendements, avec beaucoup d'intervenants, d'investisseurs qui donnaient des objectifs de 2% sur les taux long 10 ans US sur les mois qui venaient. Et puis, souvent, le consensus a tort. Pas toujours, il n'y a pas de règle. En réalité, c'est la seule règle. Mais enfin, malgré tout, le pari était très, très largement pris. Et j'ai un peu l'impression que là, on a des phénomènes d'accélération, c'est-à-dire des bouclages de position. Et très souvent, j'ai aussi remarqué que sur les marchés, la période 15 juin, 15 juillet est donc la fin du premier semestre, une période où, sur l'ensemble des classes actives d'ailleurs, on a des mouvements de réallocation, d'accélération, d'inversion, quelles que soient les tendances. Donc, je pense que c'est d'abord ça, et c'est ça, en tout cas, qui explique cette situation d'accélération de la baisse des rendements obligataires. Sur le marché US, c'est un peu plus calme malgré tout en Europe, globalement, puisque cette baisse des rendements dure depuis quelques séances aux États-Unis. Oui. Après, évidemment, on a envie... Vous dites, attendez, c'est important. Donc, phénomène technique, c'est lourd. C'est déjà peut-être une des premières explications qu'il faut avoir en tête. Surtout quand on voit des mouvements comme ça. Nicolas le disait, on était à 1,40, 1,45 peut-être sur le 10 ans américain hier matin. On tombe à 1,30 aujourd'hui. 15 points de base de baisse en 24 heures, ça va très vite. Alors que sur le plan fondamental, rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. On est d'accord. On est d'accord, mais la nature humaine a envie, c'est comportemental, de toujours apporter une explication fondamentale
fondamentales, de long terme, à des choses qui ne le sont pas forcément. Non. Et très souvent qui ne le sont pas. Alors effectivement, on peut remarquer que ce mouvement s'est amorcé au moment même où on a vu une inflexion lors de la dernière réunion de la Fed, mi-juin, une inflexion d'un certain nombre de membres du board de la Fed, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le marché justement faire machine arrière et les taux américains longs commençaient à décroître assez sensiblement. Alors évidemment, on peut apporter ensuite des tentatives d'explication fondamentale, comme le pic de la reprise de croissance qui aurait été touché ces dernières semaines, sans que tout ça soit vraiment inquiétant, mais qu'on ait un taux de croissance qui commence à ralentir, y compris aux États-Unis, sur la deuxième partie de l'année. Prétextant aussi que ça va être la fin des chèques et de l'argent magique distribué aux consommateurs américains à partir de septembre. Un ensemble d'éléments qui tentent à montrer que là, on va commencer à avoir une machine, si ce n'est qui refroidit, mais qui tiédit alors qu'elle était très 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 chaude en fait ces dernières semaines, et qu'on avait vraiment un emballement de la croissance et une perception de sa durabilité. Alors reste après le sujet de fond qui est le sujet de l'inflation, mais pour l'instant je serais plutôt sur ce type d'analyse. Je comprends. Et éventuellement invoquer aussi ce qu'on... J'ai entendu beaucoup les inquiétudes nouvelles sur le nouveau variant, sur des éventuelles implications, là aussi, de ralentissement de la croissance. Mais j'avoue que j'accorde beaucoup moins d'importance à ce type d'analyse, en tout cas pour l'instant. Oui, à ce stade, c'est technique first, quoi, d'une certaine manière. Oui. Bon. Est-ce que vous partagez l'idée de cette analyse, Frédéric? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière la baisse des taux et le message que semble envoyer le marché obligataire ces derniers jours et puis ces dernières semaines? Alors, l'accélération même du mouvement est probablement due à des facteurs techniques, mais je crois qu'il y a quand même un mouvement de fond. Et au fond, ce que nous dit le marché, c'est que le choc de l'épidémie Covid est avant tout un choc déflationniste. C'est un choc récessif, c'est un choc qui va nous pousser à l'endettement et qui, à terme, mène, alors pas nécessairement à la déflation, mais en tout cas à une moindre inflation. Vous allez me dire, mais pourquoi cette inflation aussi forte? Eh bien, on le répète, pour des facteurs temporaires. Il y a eu d'abord des goulots d'étranglement. Ces goulots d'étranglement sont en train progressivement de se réélargir. Il y a eu des matières premières qui ont fortement monté, notamment sous l'impulsion de la Chine. On voit que les arbres ne montent pas au ciel. Et d'ailleurs, les prix du bois, aujourd'hui, sont en train de chuter lourdement. Donc, ces facteurs, je dirais, de type goulot d'étranglement et politique monétaire chinoise sont derrière nous. Et puis, on s'aperçoit aussi que les politiques monétaires et budgétaires hyperinflationnistes qui ont été menées aux États-Unis, finalement, dans les deux cas, sont en train de se réduire. Joe Biden, manifestement, a un peu de mal quand même à faire passer son plan d'infrastructure. La montagne a accouché d'une souris. Faire de nouveaux chèques aux citoyens américains paraît désormais plutôt exclu. Et puis, la Banque centrale américaine nous dit qu'elle va commencer à remonter ses taux, resserrer sa politique monétaire, faire un tapering. Enfin, on verra la technique qu'elle utilise. Mais dans l'ensemble, tous ces facteurs-là qui ont créé de l'inflation sont en train de partir. L'accélération économique aussi, Yvan parlait, elle est un peu derrière nous. Aujourd'hui, les États-Unis, le troisième trimestre, ce sera un troisième de moindre croissance pour les États-Unis. Donc, tout ça plaide pour une baisse de l'inflation et donc des taux plus bas. Alors maintenant, pourquoi c'est des niveaux aussi bas aussi rapidement ? Probablement quand même aussi pour des raisons techniques. Il y avait une forme de consensus, et les consensus souvent naissent avec la tendance. Les taux montaient. Beaucoup d'investisseurs ont pris l'avis que les taux allaient continuer de monter, évidemment. Le marché. Mais vous dites, mais si on se focalise un peu sur l'idée fondamentale, vous dites maintenant que la poussière retombe un peu ou va un peu retomber, toute l'histoire de le nouveau cycle de croissance, la nouvelle croissance stimulée, dopée au budgétaire, au monétaire, finalement on en revient un peu. Je pense qu'elle a probablement été vers quelque chose exagérément prise en compte. Je pense qu'il y a eu la prise en compte aussi d'une inflation assez forte et persistante. On a vu notamment des anticipations d'inflation monter assez fortement. Elles sont en train justement aujourd'hui de reculer un petit peu. Donc l'inflation va, selon nous, probablement rebaisser. Alors pas tout de suite sur des niveaux en dessous de 2%, parce que l'inflation est quelque chose d'un petit peu collant. Ça a du mal à rentrer dans le tube une fois que c'est sorti. Mais quand même,
on va la voir rebaisser, peut-être 2,5 l'année prochaine, et ensuite vers les niveaux de 2. Donc tout ça, finalement, n'est pas si inquiétant que ça sur les marchés tôt. En tout cas, justifiez pas des positions aussi vendeuses. Alors peut-être avec ces exagérations techniques, ça va être le moment de reprendre le chemin inverse, mais c'est peut-être encore un peu tôt aujourd'hui parce que nous, on pense que l'inflation, on va la voir commencer à baisser bientôt et que les derniers vendeurs obligataires risquent de capituler. La pilule un peu amère, bien sûr. Donc on peut encore avoir un petit peu de mouvement de baisse des taux. Bon, vos commentaires par rapport à ça, Gilles, et puis est-ce que finalement on se retrouve assez vite dans la situation, alors qu'était pour les investisseurs une situation Goldilocks du cycle précédent où la croissance était assez médiocre, l'inflation elle aussi, et pour le coup, c'est ce qu'on a vu au cours des 10 dernières années, toutes les valeurs à duration longue, il faut d'ailleurs peut-être les caractériser un peu, mais la tech américaine, le luxe français, toutes ces valeurs-là ont profité pendant 10 ans de ce scénario Goldilocks. Est-ce qu'on y revient dès aujourd'hui là ? Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on voit bien que, en réalité, les marchés aujourd'hui obéissent véritablement à ce qui se passe sur les politiques monétaires et sur les politiques budgétaires. Et donc, ça, effectivement, aujourd'hui, on est dans une économie quasiment de drogués, où on va dépendre de l'ultime shoot qu'on va nous mettre d'injection ou de support de liquidité. Du coup, d'un point de vue de la gestion et de l'investissement action, c'est très compliqué parce qu'on sait bien que c'est une situation qui est pas forcément durable ou pérenne ou souhaitable, je ne sais pas comment on peut le formuler, mais que du coup, on a la nécessité d'essayer de s'abstraire de ça, ou en tout cas de faire fi des éléments factoriels, parce qu'on voit bien qu'il y a un mois autour de cette table, on se dit les taux vont peut-être monter à 2%, enfin, là on est en train de dire ils sont à 30, combien de temps ? Est-ce qu'il y a de l'inflation, pas d'inflation ? On a des raisons de penser que l'inflation pourrait arriver et être assez forte avec la transition énergétique, c'est un facteur d'inflation fort, donc est-ce qu'on est sûr que l'inflation va vraiment disparaître ? La réponse c'est moi, aujourd'hui, en tant que gérant action, j'en sais rien et j'en suis pas sûr. Mais là, vous vous placez sur des horizons de temps qui ne sont pas ceux des 6 prochains mois uniquement, Gilles. Mais quel horizon de temps de mon investissement, en réalité ? Je veux dire, aujourd'hui, quand je gère l'argent de mes clients, je ne suis pas là pour les 6 prochains mois. À 6 mois, il faut que je m'assure que je ne fasse pas d'erreur de pilotage, mais qu'en réalité, l'investissement, c'est un investissement action qui se fait à 3-5 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est comment on fait pour construire un portefeuille, pour essayer de s'extraire de ces éléments, on va dire, techniques, factoriels, qui sont liés à des éléments qui sont bien complètement hors de notre portée, les politiques monétaires, les politiques budgétaires, et pour au contraire essayer de s'en servir pour construire son portefeuille. Donc on va retenir des éléments des politiques budgétaires qui sont les plans de relance, parce que ça va favoriser un pan des sociétés cotées, les sociétés d'énergie renouvelable, parce qu'elles vont recevoir de l'investissement, ça va participer à la relance, et à côté de ça, on va se concentrer sur des entreprises en fonction de la qualité de leur modèle économique intrinsèque. Et donc, quelles sont les barrières à l'entrée ? On va regarder les produits. Et on va s'assurer que les sociétés dans lesquelles on investit, elles ont avant tout un bon produit qui leur permet de leur assurer une perspective de croissance du chiffre d'affaires et des marges. Parce qu'à la fin, l'évolution du cours de bourse, sur le long terme, c'est bien une corrélation très forte avec la croissance des résultats par action. À court terme, ce qui peut faire bouger un cours de bourse, c'est effectivement les variations de politique monétaire. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu, en dehors de notre portée. On le subit, comme un navigateur au volant de son bateau, à la barre de son bateau. Il est obligé de s'adapter, il ajuste ses réglages, mais il ne part pas pour autant son cap. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être ce navigateur en train d'essayer de faire ses réglages de voile pour me dire surtout, je ne veux pas prendre une option dans mon portefeuille qui, tout d'un coup, me fasse chavirer parce que tout d'un coup, il y a un changement brutal des conditions que je n'avais pas anticipé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des éléments que je ne mesure pas. Mais effectivement, on a beaucoup parlé de portefeuilles qui ont été beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus blend, comme on dit dans vos métiers, en jouant quand même le rattrapage des thématiques cycliques, value, matières premières, ressources de base, bancaires également, qui ont été très forts en termes de thématiques jusqu'il y a quelques mois maintenant, sans pour autant délaisser toute la partie défensive croissance. Enfin, voilà, finalement, on joue sur les deux tableaux. Les 2 trimestres qu'on vient de passer, là, nous montrent que c'était intéressant d'être positionné et sur l'un et sur l'autre. Si je regarde un petit peu le comportement de nos portefeuilles, on va dire qu'on appelle core, qui sont véritablement ceux qui sont construits pour investir dans la durée sans se faire mal à la tête, sans prendre de positions trop marquées pour justement faire cette traversée tranquille. Se laisser porter, quoi, sur le temps long. On a fait attention
d'avoir dans nos portefeuilles quelques financières, alors bien choisies, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas de problème en capital, celles qui avaient une capacité à générer du capital pour éventuellement, le moment donné, pouvoir repayer des dividendes. On s'était assuré d'avoir quelques sociétés cycliques, sociétés chimiques, mais qui avaient des produits spécifiques avec des fortes marges et produits qui auraient retrouvé de l'attraction et de l'attractivité au moment où l'économie repartait, parce qu'on en a besoin pour aller faire des éoliennes, des batteries, que sais-je encore, des sociétés. Et pour autant, on n'avait pas délaissé nos sociétés de croissance, en tout cas pour celles qu'on préférait, parce qu'on pense et on croit toujours qu'elles sont néanmoins, c'est toujours ces sociétés-là qui sont au cœur des transitions qu'on est en train de vivre. Donc on a cet équilibre dans le portefeuille et on s'attache à justement avoir cet équilibre pour les portefeuilles corps. Après, on peut avoir des portefeuilles qui peuvent prendre des stratégies plus marquées. Ouais. Mais à ce moment-là, on a un objectif de gestion différent. Mais pour une stratégie, on va dire, pour monsieur tout le monde, on veut dire patrimonial, on parle d'action. On veut surtout pouvoir se dire, voilà, on investit à 3-5 ans et on fait fi des mouvements de court terme. Bon, quel cap vous fixez chez Pictet Asset Management, Frédéric? Alors, je vous laisse définir les horizons de temps, évidemment, c'est toujours important et il faut toujours partir de l'horizon de temps qu'on se fixe et des objectifs en matière de performance, de gestion. Mais bon, déjà, la question se pose, là, ne serait-ce que sur les prochains mois. Est-ce que tactiquement, il y a déjà des choses à réarbitrer, rééquilibrer dans les stratégies? Oui, au cours des derniers mois, nous, on a pas mal modifié nos portefeuilles. Ouais. On a commencé l'année plutôt acheteur, sur l'idée du retour de la croissance, et plutôt acheteur de valeurs cycliques, et notamment de matières premières. Et puis on a vu en premier signe le resserrement monétaire de la Banque centrale chinoise. Pour nous, c'était un signal extrêmement important que la deuxième économie mondiale était déjà probablement en train d'amorcer un atterrissage, voire un ralentissement. Donc on a commencé à réduire, et puis on a continué de réduire notre partie cyclique pour rajouter des défensives au moment où on a le sentiment qu'aujourd'hui les États-Unis sont en train d'atteindre leur pic de croissance. Et donc on a réduit toute la partie cyclique, matières premières, consommation discrétionnaire, pour revenir sur ce dont on ne parle plus quasiment, qui ennuie tout le monde. Les valeurs boring. Voilà, les valeurs boring, les services aux collectivités locales, la santé aussi, dont on n'a quasiment pas parlé depuis 12 mois, mais qui tout paraissent, par exemple, quand je prends la santé, aujourd'hui quand même, assez intéressantes, puisque les valorisations sont aujourd'hui quand même plutôt intéressantes. C'est un marché qui n'a pas très bien Quand vous dites santé, c'est pour préciser, c'est pas les biotech, Moderna et compagnie, c'est plus des grands labos. Ça peut être des grands labos, ou ça peut être aujourd'hui, par exemple, des sociétés. Vous avez une société aux États-Unis qui s'appelle Tabula Rasa, qui est une société qui est assez intéressante, puisqu'elle prend des données cliniques de traitement dans un grand nombre de centres, qui les synthétise et qui est capable du coup de voir les effets combinés de certains médicaments. Vous savez que, en tout cas je l'ai appris récemment, alors je ne sais pas si vous le savez, mais que chaque dollar dépensé aux États-Unis pour se soigner dans un médicament entraîne $1 de dépense pour se soigner contre les effets négatifs de ce médicament. Non. Voilà. Non, et donc, pas cette idée en tête, non bien sûr. Et je crois qu'en moyenne, les gens aux États-Unis, à partir de 60 ans, prennent 5-6 médicaments. Donc vous voyez que, bien sûr, évidemment, si on arrive à voir les effets secondaires et les effets combinés, on peut très nettement réduire. On est capable de virtualiser, effectivement, cette entreprise est capable de l'analyse de données. Ils trouvent, alors après, peut-être de façon extrêmement sophistiquée, beaucoup plus que ce que je dis ici, mais voilà. Donc ça peut être une valeur intéressante, et puis ça peut être, les pharmaceutiques classiques. En tout cas, ce sont des valeurs qui sont quand même portées par le vieillissement de la population, par l'accès des classes moyennes émergentes à la santé, et aussi une alimentation très riche. Je crois que la moitié des cas de diabète dans le monde se trouvent en Inde, et qui, aujourd'hui, ont été plutôt délaissés et qui résistent bien à un ralentissement de cycle économique. Donc ça peut être, ces valeurs-là. Et puis on a pris nos bénéfices dans l'ensemble sur les marchés actions. Quand on regarde la tendance du marché américain, on est à peu près 15%. Pour nous, il y a une forme de 15% de survalorisation. Aujourd'hui, les multiples, c'est très difficile à analyser parce qu'il y a de telle volatilité dans les profits. Donc, on regarde
la tendance du marché, on la compare à la croissance économique et on regarde où on se trouve. Aujourd'hui, on est plutôt 15% survalorisé, mais les grandes baisses de marché sont arrivées en 2000, 2007 ou 98, au moment où il y avait une survalorisation de l'ordre de 30%. Alors, je ne dis pas que ça va se répéter, je ne dis pas qu'on va aller à 30%, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour nous, pour qu'on se mette déclencher un signal de vente. Voilà. Vraiment, parce que voilà, 15% de survalorisation, ça arrive, et puis bon, après tout, il peut y avoir aussi des gains de productivité, et finalement une économie qui surprend favorablement. Et le risque à la hausse existe toujours d'une certaine manière. Existe toujours. Donc, du coup, on pense, on a réduit un petit peu. On espère à un moment donné qu'une consolidation nous permettra de revenir plus agressivement sur le marché. Mais vous n'êtes pas dans l'idée que si nos économies développées, notamment États-Unis, Europe, dans la séquence qu'on connaît, entrent dans des phases plus normales, le risque d'un gros accident de marché, c'est pas quelque chose qui est en train d'augmenter fortement aujourd'hui. C'est pas votre idée. Dans l'ensemble, c'est dans le marché. C'est-à-dire qu'on a des multiples de valorisation qui sont élevés, mais on a des attentes de croissance de profit qui sont aussi très très fortes. Donc tout ça va se corriger pour revenir sur des niveaux de valorisation de PE qui vont être historiquement élevés, mais malgré tout avec des banques centrales qui vont maintenir des taux extrêmement bas. Donc on va se retrouver avec des multiples un petit peu plus bas, mais des taux toujours quand même peu attrayants. Et donc, je dirais, de ce point de vue-là, le marché est probablement pour nous un peu cher, mais pas non plus formidablement cher. Ce qui est peut-être plus inquiétant, et on l'a vu sur les taux, c'est qu'il y a quand même un consensus aujourd'hui très très fort. Rarement quand même les investisseurs privés ou professionnels ont eu à la fois des attentes de performance et des positionnements sur les marchés actions aussi élevés. Ça, c'est pas très bon signe au moment où quand même on a une croissance qui va, alors pas en Europe, mais aux États-Unis et en Chine, qui sont plutôt dans une phase de ralentissement. On en discutait hier sur le plan de la finance comportementale. C'est Julien Nebenzal qui était à nos côtés là en plateau, grand spécialiste de la finance comportementale, et il évoquait là cette idée du haussier fatigué, quoi. C'est-à-dire qu'on a épuisé quand même beaucoup de moteurs haussiers, les vendeurs ont disparu, et les haussiers commencent à être un peu fatigués par cette hausse qui est compliquée, qui est lente, qui est pénible, qui est compliquée à tenir d'une certaine manière. Yves? Oui et non, à mon sens, parce qu'on cherche toujours, encore une fois, à trouver du narratif pour l'investissement, c'est-à-dire pourquoi je vais acheter, pourquoi je vais bénéficier de la hausse. Et là, je fais référence à ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, c'est la drogue monétaire. Je rappelle quand même, Gilles, c'est difficile à gérer, mais en même temps, si on est repassé de 4000 points, même en dessous, en avril 2020, à 6500 points sur le CAC 40, c'est d'abord essentiellement grâce à cette drogue monétaire et cette reflation généralisée qu'on a sur l'ensemble des actifs, bourse, immobilier, j'irais même jusqu'à dire immobilier d'abord. Et donc, l'accident de marché qu'on évoque, on peut de moins en moins se le permettre. Et pour revenir au propos d'aspect comportemental du marché, le haussier fatigué, oui, il cherche des raisons, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu cette crise tout à fait insolite, quelque part, cette relance tout autant insolite. Donc là, on a des justificatifs, on a vu beaucoup de personnes nouvellement arriver sur le marché, plutôt des jeunes générations, sur les actions d'ailleurs, un certain nombre de jours, jouant cet effet prix, cette chute qui était brutale, rapide, etc., plus jouer l'effet reprise. Donc on a besoin d'un moteur explicatif. Il n'en reste pas moins qu'à mon sens, le marché peut continuer de monter sans ce narratif. Pourquoi ? Parce qu'il est alimenté par ce carburant monétaire, en fait. Au-delà du fait qu'on va trouver des explications qui nous satisfassent au jour le jour. Donc, moi, quand je regarde le comportement, par exemple, pour revenir un petit peu à cette dichotomie valeur en reprise, cyclique, évoquée Frédéric, et puis les valeurs de croissance défensive ou les technologiques, regardons les plus grosses capitalisations des marchés, les GAFAM, elles sont en phase de consolidation. Alors certes, pour certaines, Microsoft, Apple, à leur plus haut historique, ou Alphabet, mais elles ne font quasiment rien jusqu'à il y a quelques jours, depuis 6 à 9 mois. C'est vrai. Et on pourrait penser, à moins qu'il y ait un changement radical, mais vraiment radical des politiques monétaires, auxquelles je ne crois pas, qu'elles sont prêtes à un nouveau mouvement de marché cette fois-ci, au détriment justement de ce qui a fait ce mouvement de rattrapage qu'on a connu à partir de novembre de l'année dernière, donc 8 mois de rattrapage partiel. Je ne dis pas que le reflation trade est terminé. Enfin, je pense que pour une partie des titres,
quand même, je pense surtout à des bancaires, etc., je pense quand même qu'on a plutôt mangé le pain blanc. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se dit c'est difficile de voir le marché continuer de monter. C'est pas pour ça qu'il va pas continuer de monter. Oui. Et puis, vu le poids de ces valeurs dans les indices, vous dites, si on a des réarbitrages, si on a quelques flux qui sortent des bancaires, pour dire les choses simplement, et qui vont se remettre tranquillement au chaud sur les GAFAM. Sur les GAFAM et quelques autres défensifs, effectivement, sociétés plus confortables qui bénéficient de ce mouvement de baisse des taux longs. Ouais. Gilles ? Non, je suis assez d'accord qu'on a effectivement peu de crainte à avoir sur une correction massive des marchés parce qu'on a ce put des banques centrales. Donc effectivement, et c'est là où on est dans une situation où en fait on a une hausse mal aimée, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui disent mais les marchés sont chers et on n'a plus vraiment d'espérance de gains importantes, sauf à réviser encore à la hausse les croissances de résultats. Et c'est peut-être en ça que le message qui est envoyé par les marchés obligataires hier peut être intéressant. Ouais. C'est-à-dire que le marché obligataire, si jamais il devait se stabiliser sur ces niveaux-là, c'est-à-dire un 30, ça veut dire que finalement, la croissance serait quand même moins forte que celle qu'on attendait. Ce qui n'est pas le cas. On vient de réviser les derniers chiffres de croissance pour l'Europe à la hausse, pas plus tard qu'hier. Mais si effectivement, on devait commencer à réviser à la baisse les chiffres de croissance dans le monde, et on a vu hier, avant-hier, les chiffres en Chine de l'ISM chinois qui étaient un peu inférieurs aux attentes. Les chiffres de la consommation, et c'est ce qui a fait baisser le marché hier, aux US, qui étaient un tout petit peu inférieurs aux attentes. Si on devait avoir effectivement une accumulation de signaux que finalement l'économie ralentit, on pourrait commencer à avoir des révisions à la baisse de résultats, ce qu'on n'a pas eu depuis très, très longtemps. Et là, on se retrouve avec des valeurs qui, en réalité, sont un peu plus chères que ce qu'elles laissent paraître. Encore une fois, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que les banques centrales devrait rajouter encore, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'alternative. Et donc, en fait, on est toujours dans cette espèce de mécanique infernale où, encore une fois, on est dans une mécanique assez malsaine. Parce que, en fait, on n'a pas d'autre alternative que jouer. Et on passe d'inquiétudes sur l'inflation à des inquiétudes qui sont plus tournées sur la croissance. Sur l'alentissement de la croissance. Sur ce qu'on appelle la normalisation, qui n'est pas un phénomène inquiétant après ce qu'on a connu quand même, mais ça peut provoquer quand même... Et sur la nécessité de continuer à injecter, parce que la réalité, c'est qu'en France, on a quand même rajouté 20 points de PIB de dette. Ouais. Bon, on verra encore une fois, ce que dit la Fed ce soir, en précisant à travers le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, où est-ce qu'elle en est effectivement de cette idée d'essayer de normaliser au moins en partie une partie de sa politique monétaire, à savoir la politique quantitative d'achat d'actifs, et puis le rendez-vous de Jackson Hole. Je voulais qu'on dise peut-être un mot de la tech chinoise. Ça nous permet de parler de la Chine, de l'investissement en Chine, et cette tech chinoise qui est sous pression. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quelle analyse vous faites de la manière dont Pékin est en train de reprendre en main depuis plusieurs mois déjà ces grandes plateformes technologiques. Alibaba étant la maison mère, j'allais dire, de toute la tech chinoise. Enfin, beaucoup découle effectivement du phénomène Alibaba. On a vu Ant Financial, Didi qui a été fondé par un ex-cadre d'Alibaba également. Alors là, qui est vraiment sous la fourche codine de Pékin en ce moment. Et puis d'autres, Tencent et toutes les autres. Est-ce que ça se pose un problème de confiance entre Pékin et les investisseurs internationaux qui investissent massivement dans la tech chinoise depuis plusieurs années ? Est-ce que Pékin essaye de construire une crédibilité sur le long terme en essayant de réguler des problèmes importants le plus vite possible ? Comment vous regardez cette situation ? Je crois que la situation de Didi, elle est symptomatique de plusieurs choses. En Chine, elle est particulièrement intéressante. D'une part, la Chine est en train, donc, s'est imposée comme grande puissance économique. Elle essaye aujourd'hui de s'imposer comme grande puissance financière. Donc, typiquement, plus récemment, elle a signé un accord, ou elle a fait signer un accord aux pays d'Asie-Pacifique commercial, où on voit bien qu'elle est au centre. Et maintenant, le renminbi est en train progressivement de devenir monnaie de référence. Les autorités chinoises ne souhaitent pas véritablement que les actions chinoises soient traitées aux États-Unis. Elles préfèrent qu'elles soient traitées sur leur territoire, parce que de cette façon-là, les places boursières chinoises prennent de l'importance, une importance de plus en plus équivalente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à ce que représente l'économie. Quand on voit la place, notamment des actions chinoises dans les indices, par rapport à la taille de l'économie, c'est parfaitement inadapté. Donc, il faut ramener les actions chinoises sur le territoire chinois. Et donc, ça n'est pas très, très bien vu d'émettre des actions sur... c'est même un affront, on peut le dire comme ça, puisque visiblement, on comprend plus
plus que Didi ne pouvait pas ignorer que Pékin et les régulateurs n'étaient pas d'accord avec cette introduction en bourse à New York. Il y a clairement des messages, voilà, et ce message a été, je dirais, renforcé par les autorités chinoises récemment. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est la bataille pour la donnée. C'est-à-dire que toutes ces sociétés dont vous venez de parler sont des sociétés qui fonctionnent essentiellement à la donnée. Et là-dessus, je pense que pour Pékin, il y a probablement deux défis assez importants. Le défi, je dirais, en termes d'autorité, de souveraineté et de politique, c'est-à-dire que plus on maîtrise les données de ses citoyens, et pourquoi pas d'ailleurs d'autres citoyens, parce que Didi est une société internationale, eh bien plus on est capable... Très asiatique quand même. Très asiatique. Oui, international. Voilà, asiatique. On est capable, eh bien, après tout, eh bien, de mieux surveiller sa population, ou tout simplement de mieux ajuster, parce qu'on a des données, par exemple, sur les crédits, sur la consommation, sur les trajets, de mieux ajuster sa politique économique et sa politique monétaire. Et puis, évidemment, voilà, le développement de l'intelligence artificielle, tout ça, il faut de la donnée. Hein. Le carburant, c'est la donnée, c'est le pétrole de l'intelligence artificielle. Et donc, si on ramène ça le plus près de soi, eh bien, on va se sentir plus fort. Et ça donne envie à l'investisseur de continuer d'investir dans la tech chinoise, dans ces thématiques chinoises. Peut-être sur des bourses chinoises, pourquoi pas. Après, moi, j'investis pas directement. Hein, je suis plus sur la question d'actifs, mais j'ai posé la question justement à nos gérants d'actions chinoises, qu'ils en pensaient, et pour eux, c'est clairement la tech chinoise, un marché de très forte croissance, très intéressant, plutôt pas mal valorisé et encore moins bien depuis quelques temps. Donc eux vont avoir tendance... Bah oui, parce que vu la brutalité de la... D'accord, ok. Ah oui, pour vos spécialistes maison sur la tech chinoise, ça crée des opportunités là. Pour nous, si vous voulez, on a deux préférences sur le moyen terme. Alors, tactiquement, on peut discuter est-ce que c'est la bonne semaine ou le bon mois, mais deux préférences sur le moyen terme, c'est l'Asie et c'est la tech. Voilà, donc la tech asiatique est une bonne probablement un point de convergence intéressant, surtout sur des valorisations aujourd'hui qui paraissent pas excessives. Non, mais on peut se demander s'il n'y a pas une prime de risque un peu structurelle au regard de la manière dont le régulateur chinois peut tant mieux, une prime de risque structurelle, ça crée du rendement. Hein. Une manière positive de regarder la situation sur les marchés. C'est un sujet fascinant. Alors, ce qui n'est pas très drôle, c'est que je vais être totalement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. En fait, oui, sur le fait que les Chinois ne veulent pas voir leur technologie cotée à New York. Ouais, c'est d'accord, mais Ant Financial devait se coter à Hong Kong, Alibaba est revenu se coter à Hong Kong, Tencent est coté à Hong Kong. Oui, mais il y a Shenzhen quand même. Hein. C'est Shanghai, pardon. Oui. C'est quand même important. D'autant qu'il y a eu d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais une plateforme de transport routier, une plateforme de recrutement, cotée au Nasdaq, elles ont eu des problèmes également. Hein. Donc on est vraiment dans cette logique-là, et pas seulement dans la plateforme dont on parlait. Donc oui à la volonté de la Chine d'avoir une crédibilité monétaire. On s'inscrit là dans le combat, on en parlait à quelques reprises, combat entre la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le yuan numérique est quelque chose de fondamental pour les Chinois. Donc la finance chinoise doit aussi rattraper son retard. Et le renminbi devenir une devise de référence à travers tout un ensemble de stratagèmes. On l'avait vu il y a quelques années, il y a le problème du commerce. Bon, mais ça, c'est un peu passé, c'est presque un petit peu ringard. On a la technologie. On voit les Chinois dans l'espace, les Chinois sur Mars, etc., etc. Donc tout ça s'inscrit dans ce combat très, très important. Et alors après, est-ce que c'est une opportunité pour les investisseurs ? C'est vrai que tout ça est un petit peu à la fois blanc et noir. C'est-à-dire que... C'est pour l'investisseur international qui a investi dans l'IPO de Didi, ils ont levé quand même 4-5 milliards et tout le monde a salué cette opération très importante. Bon, 3 jours après, on se retrouve avec un titre à moins 25. Je pense que c'est aussi effectivement une opportunité. En même temps, on peut se poser des questions, parce que la Chine étant un régime autoritaire, on l'a bien compris, le digital, au-delà de la donnée, le digital est un vrai problème pour l'ensemble des gouvernements. On le voit avec les GAFA, on en parle souvent avec les actifs numériques et les transferts instantanés d'argent qu'on peut réaliser. On en avait beaucoup parlé lors d'une dernière émission. Et ça, c'est un vrai problème de maîtrise des flux d'argent, de maîtrise des flux d'informations. Et je crois que là, il me semble, moi, au-delà de l'intérêt
intérêt qu'on peut avoir à investir en technologie chinoise aujourd'hui, qu'il y a quelque chose un peu schizophrénique dans l'esprit des gouvernants, et en particulier des Chinois, puisque là, la maîtrise des choses est quand même très compliquée. On a vu au sujet d'Ant Financial les autorités chinoises vouloir limiter un petit peu justement l'excroissance de ce groupe financier, peut-être aussi pour des bonnes raisons. Oui, de stabilité financière. C'était ce qu'on mettait en avant aussi à l'époque. Là, de maîtrise de la donnée, c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant malgré tout. Voilà, alors ce sont sûrement des moments d'opportunité. En même temps, à plus long terme, tout ça est laisse pas mal de points d'interrogation, je pense. Gilles, je sais que vous êtes passionné par ces questions de régulation et de... Moi, c'est un sujet effectivement qui fait écho à des sujets dont on a déjà parlé. Ça fait un moment où je pense qu'effectivement, on voit bien que ces sociétés-là ont acquis une puissance aujourd'hui qui devient problématique pour un certain nombre d'États, y compris les États-Unis, et qu'il y a une volonté grandissante de réguler ces entreprises. Les États-Unis ont commencé à s'y atteler. La Chine l'a fait, comme généralement, effectivement, quand elle se met un sujet sur la table, elle va beaucoup plus vite et c'est organisé. Donc je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est sur le tapis en Chine très clairement, mais il ne faut pas sous-estimer, et je pense qu'on parlait de la performance des GAFA américains qui ne faisaient rien depuis quelques mois, ce n'est pas complètement étranger. Quand on voit la nomination faite par Joe Biden, justement pour s'intéresser donc à la FTC, c'est ça, la Federal Trade Commission, qui s'occupe de préserver les intérêts du consommateur américain, une nouvelle juriste qui a été nommée et qui s'est fait connaître en bâtissant des thèses anti-Amazon, en tout cas sur la manière dont il faut regarder l'aspect concurrentiel d'une entreprise comme Amazon aujourd'hui. À tel point que Amazon a déjà mis en place du lobbying pour faire en sorte qu'elle ne s'occupe pas de Amazon. Donc je pense que le sujet... En réalité, c'est un sujet qui va nous occuper pendant plusieurs années et sur lequel on voit bien que... Ça va contrarier les investissements dans ces grandes valeurs technologiques ou pas ? On va parler aussi... En tout cas, à minima, ça devrait faire monter un tout petit peu la prime de risque, faire baisser éventuellement la croissance bénéficiaire parce qu'on va avoir plus de redevances. Alors, ça va être des redevances à payer pour les villes. Quand on va parler des Airbnb, ça arrive à Paris, ça arrive à Madrid, ça arrive dans un certain nombre de villes. Ça va être des charges sociales à payer pour un certain nombre de cyclistes ou de livreurs de Uber ou de chauffeurs de Uber. Ça va être l'obligation pour Netflix de contribuer au financement du cinéma français. Donc, on va voir... C'est des petites choses. Alors, à l'échelle de ces sociétés, ça paraît anecdotique. Mais aujourd'hui, Google est obligé de financer ou de contribuer à la presse quand ils reprennent les articles. Donc c'est un ensemble de choses qui se mettent en place. Ça ne va pas être une rupture du jour au lendemain, mais néanmoins, ça devrait ralentir à minima la croissance bénéficiaire. Alors, et alors effectivement, certains disent, et ils n'ont pas complètement tort, c'est on est rentré dans une économie de rendement croissant. C'est-à-dire que de toute façon, le coût marginal étant zéro, finalement, on peut bien l'absorber. Mais on voit bien que le problème politique aujourd'hui reste entier et qu'aujourd'hui, on a une telle dichotomie au niveau social qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques commencent à s'emparer du sujet. Et quand les politiques commencent à s'emparer du sujet, ça devient facile et ça devient populaire, voire populiste, que de vouloir taper sur ces sociétés-là. Donc moi, j'aurais tendance à penser, c'est pas pour autant que ça en fait des mauvaises sociétés, que voilà. Mais j'aurais tendance à penser, il y a beaucoup d'argent, il y a des positions qui sont très structurellement, vous dites, elles auront moins de poids peut-être dans la place des portefeuilles des investisseurs mondiaux. Aujourd'hui, c'est 25% des indices. Donc, attention, c'est pas pour autant que c'est des mauvaises sociétés, c'est pas le sujet. C'est encore une fois, c'est dire attention. Aujourd'hui, on a peut-être vu le pic de leur poids dans les indices. On pense que rien peut leur arriver. Généralement, dans l'histoire, on a eu un certain nombre d'argentiers en France, des rois de France. Quand ils devenaient trop riches, ils ont tous fini sur un pic. On n'en est pas très loin. Alors l'image est un peu extrême peut-être, mais, mais voilà, quand on devient trop puissant, ça devient toujours problématique. Ouais. Bon, on suivra ça. Je ne sais pas s'il y avait un petit mot à rajouter sur la tech en général, Frédéric. Moi, je rejoins, mais je trouve que c'est un peu tôt aujourd'hui pour mettre ça dans un. Mais oui, Amazon est encore au plus haut historique parce que le Pentagone va relancer l'appel d'offres du contrat faramineux Jedi et tout de suite on a vu Amazon qui avait raté cet appel d'offres remonter au plus haut. Que l'État s'intéresse aux sociétés qui font de l'argent pour en récupérer, je pense que voilà, c'est dans la nature des choses. C'est dans la nature des choses. Mais maintenant, sur les données, par exemple, on a parlé à un moment donné de séparer Facebook de nouveau en 3 morceaux.
ça serait priver les États-Unis d'un géant de la donnée, alors que la Chine en a. Ça serait probablement même une erreur géopolitique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, en tout cas, pour penser à l'antitrust, mais c'est le moment, effectivement, on le voit avec la taxe internationale, où on commence à penser effectivement que tous ces bénéfices risquent d'être un petit peu rognés, mais il nous semble que compte tenu de la qualité de ces business models, il y a encore de la marge. Donc, ça reste pour nous un investissement. D'autant plus que les taux sont encore plus bas. D'autant plus que l'alternative n'est pas très. Il faut juste en avoir conscience et pas regarder uniquement le blue sky scénario, comme on dit. C'est dire, voilà, il y a quand même des sujets de préoccupation, même si effectivement il est sans doute un peu tôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter ces quelques mouvements de marché entre les taux et la tech. C'était 2 sujets qu'on a pu traiter avec Gilles Guibourg, responsable des actions européennes d'AXA IM, Frédéric Rollin, un conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, et Yves Maillot, le président de IAM Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un grand classique pour ce quart d'heure de marché à thème. On parle des small caps, des petites capitalisations boursières, le segment des petites capis sur le marché parisien, européen notamment, avec un spécialiste qui est régulièrement avec nous pour ce rendez-vous. Pierre Chang, bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Comment vont les small caps à l'issue de ce premier semestre? Je regardais d'ailleurs les performances des indices small cap ou mid and small par rapport au CAC 40. Alors, je crois que les mid freinent un peu la perf, mais les small caps sont au niveau des large caps en termes de perf. Tout à fait, voilà, plus 18, plus 20% depuis le début de l'année, c'est pas mal. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir au portefeuille. Et en plus, je veux dire, après, c'est vrai que là, on prend la période vraiment depuis le début de l'année, mais c'est un peu arbitraire, vraiment. Donc si on raisonne plus en phase de marché, la phase qu'on vit actuellement, elle a vraiment commencé le 9 novembre avec les premiers résultats cliniques des vaccins Pfizer qui étaient positifs. Et là, depuis ce moment-là, le CAC Small prend 40%. Contre plus 25 pour le CAC 40. Donc sur ce cycle de hausse, les small font mieux. Mais voilà, c'est quoi? Elles ont mieux réagi au thème reflationniste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Historiquement, les petites valeurs, elles amplifient un petit peu les cycles de marché. Donc quand ça va très bien, ça va un peu plus fort, ça monte plus fort. À l'inverse, quand ça baisse un peu plus fort. Et en plus, je dirais depuis ce 9 novembre, il y a vraiment eu la collecte qui est vraiment revenue, notamment sur les fonds PA PME. Donc là, on a eu 500 millions qui sont arrivés depuis le début de l'année dans les fonds spécialisés sur une enveloppe de 4 milliards environ. Donc ça fait... Et en général, quand ce segment de la côte, quand les fonds spécialisés collectent, il y a un effet un peu entretenu, bien sûr. Alors là, on est dans une séquence, et ça concerne évidemment avant tout les petites et moyennes capitalisations boursières, dans une séquence d'introduction en bourse. Ça fait plus de 10 ans que j'observe et que je commente humblement les marchés. Je crois qu'il n'y a pas une année que j'ai connue aussi intense en matière d'introduction en bourse. Et on est juste sur 6 mois de 2021. Les équipes de Ports-en-Par qui sont venues il n'y a pas très longtemps disent on va peut-être avoir une année à 30-40 introductions en bourse. Ouais. Toutes choses égales par ailleurs, si la fenêtre de tir reste ouverte, sur les marchés d'Euronext, juste à Paris. Là, c'est quand même assez puissant. Moi, c'est pareil. Ça faisait. C'est ça. J'ai jamais vu ça, en fait. Ports-en-Par, il me disait, le directeur du listing chez Ports-en-Par, il dit qu'il faut remonter peut-être à l'an 2000. Pour lui, son année de référence, c'est ça. Tout à fait. Après, il y a des effets un peu, conjoncturels du fait du Covid. Ça a un peu décalé le calendrier, donc tout arrive en même temps. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'on est en train de vivre... pour être carré sur les chiffres, depuis le début de l'année, on a environ une bonne vingtaine d'introductions, donc 21. Il y en a 2 qui sont en cours. Et il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné. Équateur et PHE Oscaro, c'est ça qui ont interrompu le projet. Pour différentes raisons, mais voilà. Et donc l'an dernier, par exemple, sur toute l'année, on n'en avait vu que 7. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un semestre, on a déjà explosé le compteur de l'an dernier, et donc on se dirige effectivement peut-être vers 30, voire plus cette année. Alors, moi, il y a l'effet conjoncturel, mais si on regarde au niveau plutôt tendance de long terme, vraiment, nous, l'un des arguments qu'on avance souvent pour investir dans les valeurs moyennes, c'est le suivant, c'est de dire
on est dans un environnement de disruption. La technologie, la digitalisation de l'économie fait que c'est un environnement, une économie de disruption. Voilà. Et quand on a compris ça, il vaut mieux investir dans les petites valeurs qui ont vocation, qui sont souvent font plus de croissance, plus spécialisées, qui ont vocation à disrupter, que investir sur les grosses qui sont, elles, sont les sociétés qui vont établies. Oui, bien sûr. Plus de chances de se faire disrupter. Et donc, c'est vrai qu'historiquement, on voit beaucoup plus de croissance sur les petites valeurs. Et là, vraiment, ça, c'est une prise de conscience au niveau aussi du gouvernement, des dirigeants du pays, parce qu'en 2019, par exemple, notre président a dit, maintenant, on va vraiment investir sur la French Tech, et on veut 25 licornes d'ici 2025. Alors à l'époque, il y en avait 3-4 qui... Alors une licorne, c'est quoi ? C'est une valeur qui n'est pas cotée et qui vaut plus d'1 milliard voilà, en valorisation. Alors, et aujourd'hui, on en a déjà 18. Donc là, récemment... et ça, c'est bon, parce que c'est intéressant, parce que les licornes, comme vous dites, si on prend la définition stricte, c'est dans le non-coté. Exactement. Mais ça a des impacts sur les valorisations boursières du secteur. On peut imaginer que pour ces licornes, le coup d'après, ce sera d'être coté sur le marché boursier. Pour ceux qui sont dans l'investissement boursier, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la cote française de valeur moyenne va être alimentée au cours des prochaines années par de plus en plus de dossiers disruptifs. D'ailleurs, là, tout à l'heure, on parlait des performances. Depuis le début de l'année, il y a eu 2 gros cartons à la Bourse de Paris. C'est Metex, Metabolic Explorer et Fermentalg. Donc c'est plus 90%, plus 80%. Et ce sont des spécialistes de la biochimie, donc qui viennent disrupter les chimistes historiques. Voilà, donc là, on est dans le thème complètement. Et donc là, parmi les IPO qu'on a eu, on a notamment eu Believe, qui est un label français pour les chanteurs pas très connus. Ça a été assez médiocre. Enfin, ils ont levé l'argent qu'ils voulaient lever. Ils avaient révisé un peu les ambitions à la baisse, mais ils ont levé quand même 300 millions. Donc oui. C'est un joli montant, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que l'accueil à la Bourse de Paris a été mitigé pour plein de raisons, mais on peut détailler. On n'aura pas le temps, mais est-ce que c'est gênant ? Parce que c'est un peu le sujet de cette multiplication d'introductions en bourse. Je veux pas être trop généraliste, mais souvent on voit les cours de bourse derrière qui sont un peu plutôt orientés vers le sud, d'une certaine manière. Exactement, parce que cette année, en fait, en début janvier-février, on avait des IPO qui se faisaient sur n'importe quelle valorisation. Tout le monde achetait, enfin les gens achetaient les yeux fermés. Et puis ensuite, quand la rotation sectorielle, dont on parle régulièrement aussi sur ce plateau, qui a commencé vraiment en faveur des valeurs cycliques, là, on a vu le marché beaucoup plus sélectif sur les multiples. Et c'est ce qui est un peu pénalisé de mon point de vue. Je comprends, un certain nombre d'introductions en bourse. D'accord. Tout ça va être sur Believe en tout cas. Et c'est plutôt sain alors en fait. On croit beaucoup au dossier, on pense que ça va remonter une fois que les choses se seront un peu stabilisées. Voilà, il y a aussi Aramis aussi, qui est un vendeur de pièces détachées automobiles en ligne. Donc là, ça a aussi baissé un petit peu, mais on est un peu une indigestion aujourd'hui sur les IPO après la grosse phase qu'on a eue. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un enjeu national pour moi, ces licornes qui vont s'introduire. C'est politique. Les politiques s'embarquent du sujet parce que c'est stratégique. Voilà, c'est ça, c'est stratégique. On est un pays qui se désindustrialise maintenant depuis de nombreuses années et l'une des solutions vient peut-être de ces fameuses French Tech qui vont grossir. Et là, ce qu'on voit, pourquoi on en voit de plus en plus, c'est parce que ces sociétés ont mûri, vous voyez, donc elles ont grossi et maintenant elles font des levées. Mais vous dites, non, mais c'est passionnant parce qu'on est peut-être à l'aube, et là on parle sur des horizons de temps de plusieurs années, on est peut-être à l'aube d'un vrai renouvellement de la cote parisienne. C'est-à-dire que, toutes les sociétés cotées, on espère qu'elles le resteront, mais le fait d'avoir 15-20 licornes comme ça, qui seront peut-être demain cotées en bourse, ça va changer la face de la cote française. Complètement. Donc ça, là, aujourd'hui, on a 18 licornes, mais il faut compter toutes les autres qui n'ont pas encore fait leur levée, qui sont pas au milliard, mais qui sont très prometteuses, et tout ça a vocation, pour la plupart d'entre elles, d'arriver en bourse, et donc ça va alimenter la cote. Mais je dirais le bémol dans cette histoire, c'est que quand on voit des levées, là, à chaque fois, là, on voit des levées de 300 millions, 500 millions, etc., hors bourse, malheureusement, ce sont des acteurs anglo-saxons qui viennent mettre c'est KKR, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas assez d'investisseurs domestiques, nationaux, pour accompagner encore pleinement ces entreprises. La bourse permet de contourner en partie ça. Donc la bourse, ça permet d'offrir ça au grand public, aux particuliers français, aux fonds français. Alors que quand ça se fait dans le non-coté, souvent, ce sont les acteurs américains qui sont les seuls à pouvoir mettre 100 millions, etc. Mais ça aussi, c'est un vaste sujet qu'on peut parler. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces fonds-là en France ?
de mon point de vue, c'est une question de système de retraite. Donc, on a un système de retraite par répartition qui nous empêche d'avoir des fonds de pension qui ont des gros tickets à mettre. Voilà. Mais ça, c'est un vaste sujet, c'est systémique. Mais on sent qu'il y a mais ce qui est dommage, l'idée quand même de démocratiser le private equity aussi en France auprès du grand public. Hein. Ça fait partie. Aujourd'hui, dans le private comme ça, là, quand vous avez des gros deals, il n'y a que la BPI qui est là. Hein. Ouais. Après, il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, oui, j'entends bien. Non, mais je comprends bien. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de France au capital de ces futurs champions. Et la bourse, pour ça, à mon avis, est un outil plus adapté pour ça. Bon, il nous reste 1 minute 30 pour... Votre idée du moment, c'est M6. Voilà. Pierre, je ne sais pas ce qu'on peut dire en 1 minute 30 sur M6, mais j'en discutais hier avec un analyste média de Brian Garnier qui dit, quand on regarde les cours et les valos de TF1 M6, le marché ne croit pas à la fusion. Est-ce que si c'est votre idée du moment, est-ce que ça veut dire que vous y croyez au moins un peu? Ça, c'est clair, en fait. Donc, c'est une anomalie de marché, de mon point de vue. Ouais. Et on est dans le thème aussi de la disruption, parce que ce sont des acteurs historiques qui sont en train de se faire disrupter par des acteurs non européens, principalement américains. Et donc, aujourd'hui, le sujet pour la France, c'est d'organiser la riposte, de sauver ces champions et de leur permettre de se défendre contre ces disruptions et de se remettre sur les rails dans le sens du vent. Donc, c'est un mouvement défensif où l'idée, c'est de fusionner les deux champions. Voilà. Donc, maintenant... aujourd'hui, et vous dites juste, Gilles, Pierre, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, si c'est politique et si c'est stratégique, vous dites, parce que là, le problème de TF1 M6, ça va être le régulateur. Comment est-ce qu'en 12-18 mois, est-ce qu'ils vont être capables de faire passer ce dossier auprès du CSA et des autorités de régulation? S'il y a une volonté politique, vous dites... non, normalement... logiquement, ils sont indépendants. Mais par contre, ce qu'on sent, le vent aujourd'hui sur ces fusions-là, c'est de changer le périmètre des marchés qu'on considère, parce qu'il y a de la disruption, il y a de la mutation, il y a l'omnicanal, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus raisonner sur les mêmes périmètres de marché. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on prend le marché publicitaire français ou est-ce qu'on prend le marché de la publicité en ligne, la publicité, dans quel cas il faut intégrer Internet. Cette fusion, vous dites, c'est un vrai test pour savoir si la France et les autorités de régulation françaises, mais européennes, sont capables de se mettre au diapason de cette nouvelle concurrence. Alors, mon point de vue, c'est que le vent tourne sur ce sujet-là. On l'a vu sur Fnac Darty, il y a eu d'autres sujets en Europe, etc. Et au capital de ces deux sociétés, il y a quand même Bertelsmann et Martin Bouygues, qui ne sont pas des gens qui sont là, qui connaissent, qui ont des relations, qui savent, et ils ont bossé le truc pendant 3-4 mois, tous ensemble, là, pour le côté antitrust, et ils ont décidé d'y aller. Donc pour moi, ça veut quand même dire qu'ils ont eu un certain nombre de soutiens qui leur permettent d'espérer que ça... Donc après, il y aura des concessions à faire. Et je dirais plutôt, le sujet pour moi, c'est plutôt les concessions, davantage de savoir si le deal va se faire ou pas. Bon, le marché n'y croit pas, certains y croient, vous en faites partie. Et hier, encore une fois, l'analyse de Brian Garnier nous disait, moi je mets une probabilité un peu inférieure à 1 sur 2, mais qui n'est pas justement une probabilité nulle que ce deal se réalise. Vous êtes au moins 2. Merci beaucoup Pierre. Merci, Pierre Chang qui était avec nous, Merci. gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, invité de Smart Bourse ce soir. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.